Guten Tag. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir présenter Alberto Manguel, car il est très compétent pour nous éclairer. Et moi, je parle en tant que lecteur, en tant qu'éditeur, et je peux dire qu'on a déjà discuté beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'il était mécontent quant au déroulement des affaires dans le monde de l'édition, il s'est fait entendre. Car et souvent, j'étais d'accord avec lui en tant que maison d'édition, car finalement, la tendance n'est pas toujours en faveur de la grande littérature. Donc, il peut nous en parler beaucoup, puisqu'il est lecteur aussi. Il a commencé en tant que lecteur, en tant que consultant pour les maisons d'édition. Il a travaillé à Toronto, Milan, Paris, mais aussi sur l'île de Tahiti. Il était actif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît le monde et qui connaît bien le monde de l'édition d'un point de vue éditorial, et cela dans les pays les plus variés. Et cela aussi sous des conditions les plus variées. Il va nous parler des changements, des conditions depuis qu'il a commencé ce travail il y a 50 ans. Il va donc nous témoigner de ses expériences. Il peut comparer directement, car aujourd'hui, en tant qu'écrivain, il est de l'autre côté et négocie avec les maisons d'édition dans le monde hispanophone, en Amérique latine et en Europe. Il est un auteur qui donc demande toujours des comptes, c'est-à-dire de nous rendre compte quelle est la priorité des livres, les romans et mon livre d'essai, pourquoi mon premier livre sur les lieux imaginaires reste toujours dans l'imaginaire. Il a beaucoup de questions. Il pose beaucoup de questions et il a toujours des réponses. Il peut toujours très bien comparer l'état, la situation dans le domaine de l'édition et du côté des écrivains. Il n'est pas les excuses qui est souvent utilisée par les experts de communication, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte davantage des facteurs économiques que les facteurs littéraires. Non, il constate tout simplement qu'il y a donc des pressions qui ne sont pas les mêmes selon les tubes. Et il cherche toujours des réponses. Voilà, il est traducteur, écrivain, éditeur. Il a publié 10 livres qui traitent le phénomène de la lecture, l'histoire de la lecture, la bibliothèque, pendant la nuit, journal d'un lecteur et d'autres. Mais il est aussi un bibliothécaire. Il dispose d'une propre bibliothèque et sa bibliothèque est un lieu imaginaire de rêverie qui existe aujourd'hui sur cette terre. Et à partir de ce lieu de rêve imaginaire, il va s'adresser à nous. Alberto Manguel, vous avez la parole. Ja, guten Nachmittag und danke Hans und meine Damen und Herren. Mais je vais vous parler en français. Ça fait 12 heures que vous êtes dans ce sauna. Et j'ai beaucoup entendu parler sur l'économie du livre, sur la technologie. Il y a un mot, pourtant, que je n'ai pas entendu. C'est le mot littérature. Parler d'écriture signifie parler de lecture. Parler de lecture signifie parler d'édition. Parler d'édition signifie parler d'écriture. Comme dans la Trinité des chrétiens, les trois ne font qu'une seule bête extraordinaire. Commençons par l'écriture. Pour des raisons encore mystérieuses et qui peut-être paraîtraient banales si elles étaient révélées, en l'an 8 de notre ère, le poète Publius Ovidius Naso fut banni de Rome par l'empereur Auguste. Ovide finit ses jours dans un village retiré de la côte ouest de la mer Noire, se languissant de Rome. Il avait été au sein des saints de l'Empire, ce qui en ce temps-là voulait dire le monde. Être banni, c'était pour Ovide sentence de mort,
car il ne pouvait concevoir la vie ailleurs que dans sa cité bien-aimée. À en croire Ovide lui-même, la cause de ce châtiment impérial trouvait sa racine dans un poème. Nous ignorons ce qui étaient les mots de ce poème, mais leur pouvoir était suffisant pour terrifier un empereur. Depuis la nuit des temps, nous savons que les mots sont des dangereuses créatures. À Babylone, en Égypte, dans la Grèce antique, celui qui était capable d'inventer et de transcrire des mots, le scribe, que les anglo-saxons appellent « the maker », le faiseur, était considéré comme aimé des dieux, un élu à qui l'on avait conféré le don d'écrire. Selon Socrate, l'art d'écrire était la création du dieu égyptien Thoth, lequel avait aussi inventé les mathématiques, l'astronomie et le jeu d'échecs. En offrant au pharaon son invention, Thoth avait expliqué que sa découverte apportait une méthode pour la mémoire et la sagesse. Mais le pharaon n'était pas convaincu. Ce que tu as découvert, disait-il, n'était pas une méthode pour la mémoire, mais une aide à se remémorer. Et ce que tu offres à tes disciples n'est pas la vraie sagesse, mais uniquement son apparence, car en leur parlant de nombre de sujets sans leur enseigner, tu leur donneras l'illusion de savoir beaucoup, alors que pour la plupart, ils ne sauront rien et ils seront remplis non de sagesse, mais de l'affectation de sagesse. Depuis lors, écrivains et lecteurs débattent sur cette question. La littérature a-t-elle un véritable effet sur une société quelle qu'elle soit ? En d'autres termes, la littérature joue-t-elle un rôle dans la formation du citoyen ? Certains, en accord avec le dieu Thoth, croient que nous pouvons apprendre de la littérature en partageant l'expérience de nos prédécesseurs, en nous faisant bénéficier de la mémoire de siècles de connaissances. D'autres, prenant la partie du pharaon, disent avec le poète W.H. Auden que « Poetry makes nothing happen », la poésie est sans effet, que la mémoire conservée dans l'écriture n'inspire pas la sagesse, que nous n'apprenons rien du mot imaginé et que les temps d'adversité apportent sans cesse la preuve de l'échec de l'écriture. Que l'un ou l'autre ait raison, le fait est que nous continuons à lire, peut-être parce que nous savons que, quoi qu'il en soit, la relation d'un écrivain avec ses lecteurs est une simple question de vie ou de mort. Si l'écrivain est lu, il vit, sinon il meurt. Rien ni personne ne pèse sur cette alternative impitoyable, excepté le lecteur. Le hasard, les listes de best-sellers, les programmes scolaires, le fanatisme politique ou religieux, la publicité peuvent pendant un certain temps, comme dans le cas de l'étrange Monsieur Valdemar du conte de Edgar Poe, maintenir l'écrivain en suspens, ni mort ni vivant, tétanisé au seuil de la reconnaissance, mais en fin de compte, sans la constance de son public, l'écrivain finira, tout comme M. Valdemar, en un monde de putride masse informe. Je cite Poe. Sic transit gloria mundi, grâce aux caprices des lecteurs. Mais la relation d'un écrivain avec ses éditeurs est encore plus étrange, un peu plus difficile et complexe qu'une relation amoureuse. Aux passions et à la jalousie, aux infidélités et à ses délices, il faut ajouter l'intimité intellectuelle et affective qui s'établit entre eux, ainsi que la dépendance financière à laquelle ils sont condamnés, presque toujours de l'écrivain par rapport à l'éditeur,
et très rarement en sens inverse. Pour un Dan Brown, il y a des milliers et des milliers d'auteurs fauchés et quasiment anonymes. Malheureusement, étant donné que l'industrie éditoriale, comme toute industrie de nos jours, est soumise à la cupidité dévastatrice des investisseurs, rares sont les éditeurs qui peuvent ou veulent encore continuer à encourager un écrivain à poursuivre une œuvre, et nombreux sont ceux qui exigent de celui qu'il produise un best-seller l'un après l'autre. Comme M. Alexandre Skips l'a dit ce matin, ceux qu'ils aiment lire deviennent ceux qu'ils aiment vendre. Ce fut une époque, une relation plus ou moins digne entre amoureux de la littérature. Celle-ci est devenue, à d'honorables exceptions près, une relation entre maquerelle et prostituée. Quand celles-ci ne satisfaisant plus le désir des clients, elles sont congédiées sans ménagement. Dans un certain best-seller médiéval, La légende dorée, l'auteur raconte l'histoire d'un père qui, harcelé par un usurier, était sur le point de livrer ses 3 filles à un bordel. Saint Nicolas les sauva d'un tel sort au moyen de 3 boules d'or, les mêmes qui sont aujourd'hui l'emblème des établissements de crédit et qui devraient l'être du Fonds monétaire international. Il est vrai que pendant des siècles, être éditeur signifiait avoir l'honneur de publier l'œuvre de ceux qui faisaient de la littérature. Dans beaucoup de cas, pas tous bien sûr, être éditeur aujourd'hui signifie être un commerçant qui se soucie fort peu du sort de celui qui crée la marchandise. 6 mois avant de se voir décerner le prix Nobel, Doris Lessing m'écrivait une lettre attristée dans laquelle elle me disait avoir envoyé son nouveau roman et 2 longues nouvelles à ses éditeurs anglais et américains. Les premiers lui avaient répondu qu'elle écrivait trop. Dire cela à une romancière octogénaire. Les secondes que sa littérature ne se vendait pas parce qu'elle présentait peu d'intérêt pour les nouvelles générations. Après le Nobel, bien sûr, elle fut célébrée et courtisée, mais Doris Lessing n'oublia jamais son dépit. La vérité est qu'aujourd'hui, de nombreux écrivains essentiels pâtissent du même traitement. Et s'ils parviennent à survivre, c'est grâce à une poignée d'éditeurs à la conduite obstinément éthique, une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs se fondent sur les ventes du dernier livre d'un auteur pour décider de continuer ou non à le publier. Encourager une œuvre de longue haleine, composée au fil des années des livres majeurs et mineurs, couronnés de succès ou souvent ignorés, cette idée a presque disparu. Dans les grands groupes éditoriaux, ce ne sont plus les éditeurs qui décident, mais les contrôleurs de gestion. Être un authentique éditeur aujourd'hui est un métier de martyr ou de fou. Peu d'éditeurs, bien sûr, se déclarent favorables aux nouvelles politiques commerciales. Presque tous se proclament défenseurs de l'écrivain et de son œuvre. Mais un éditeur doit lui aussi pouvoir survivre. Et les grands groupes éditoriaux ne sont ni des entreprises philanthropiques, ni des bastions intellectuels. Michael Kruger, qui n'avait pas la langue dans sa poche, a déclaré que ces changements dans le monde éditorial affectent non seulement nos facultés littéraires, mais aussi notre propre existence. Mais depuis l'époque de Gilgamesh, les écrivains se sont toujours plaints de la mesquinerie des lecteurs et de la pingrerie des éditeurs. Et pourtant, tout écrivain rencontre au cours de sa carrière quelques lecteurs remarquables et quelques éditeurs généreux. « J'ai vendu 7 exemplaires », dit le personnage de l'abbaye du cauchemar de Thomas Love Peacock.
7 est un chiffre mystique d'excellent augure. Si je trouve les 7 lecteurs qui ont acheté mes 7 exemplaires, ils seront comme 7 candélabres d'or avec lesquels je clairerai le monde entier. 7 lecteurs suffisent, s'ils sont ceux que nous méritons. 7 éditeurs aussi. Moi-même, je les ai rencontrés et grâce à ces 7 éditeurs, je puis survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas toujours eu des éditeurs. À ses commencements, la littérature ne dépendait que des conteurs et de leur public. Avec l'évolution technologique, le conteur est devenu écrivain, puis l'écrivain a eu besoin d'un artisan qui lui permette de reproduire son œuvre et de la distribuer à ses nouveaux lecteurs, et ainsi naquirent les ateliers où on l'on copiait les tablettes d'argile à Sumer, les librairies où l'on vendait des rouleaux de papyrus en Grèce et à Rome, les scriptoria où l'on écrivait les codex au Moyen-Âge, puis les imprimeries qui ont multiplié les livres depuis l'invention de Gutenberg jusqu'à aujourd'hui, où l'informatique permet à chacun d'être ce monstre à 3 têtes, écrivain, éditeur et lecteur, sans autre barrière que celle de notre propre pudeur et la censure des autorités. Tous ces supports sont valables, bien sûr. Le danger, comme l'a dit ici clairement ce matin Roger Chartier, se trouve dans la superstition de l'équivalence. Texte n'équivaut pas à texte. Et une page imprimée, quoi qu'en disent les maîtres de Google, n'est pas lue comme une page électronique, qui, comme l'a écrit Chartier dans un de ses essais, permet une écriture polyphonique et palimpseste, ouverte et malléable, infinie et mouvante, et qui bouscule les catégories qui, depuis le XVIIIe siècle, sont le fondament de la propriété littéraire de toutes les pratiques et habitudes de la lecture. Tout éditeur doit savoir ceci. Entendre parler un éditeur aujourd'hui est une expérience souvent émouvante, comme écouter les souvenirs de vieux soldats qui ne savent pas s'ils survivront à la nouvelle bataille qui s'annonce. Et pourtant, comme dans les mémoires des nombreux soldats, il manque souvent quelque chose, la reconnaissance de leur propre responsabilité. Nous savons combien il est difficile, pour ne pas dire impossible, de lutter contre les armées de financiers. Nous savons combien il est ardu, pour ne pas dire inutile, de composer avec les restrictions de plus en plus sévères du département financier d'une maison d'édition. Nous savons combien il est désolant, pour ne pas dire tragique, de voir les lecteurs choisir un nombre croissant de livres poubelles et de moins en moins des œuvres littéraires. Mais nous savons aussi que ces drames ne peuvent avoir lieu, ou du moins pas de manière aussi rapide et écrasante, sans la collaboration honteuse ou aveugle de la plupart de ceux qui travaillent dans l'industrie du livre. Éditeurs qui se résignent à ne publier que des titres dont la vente leur paraît assurée. Écrivains qui se autocensurent pour complaire au goût standardisé du public. Critiques et chroniqueurs qui, au lieu de comptes rendus intelligents, se contentent de résumer ou de flatter un livre. Et bien sûr, lecteurs qui acceptent d'être considérés comme incapables de s'intéresser à un livre exigeant. Tous, en définitive, sont autant coupables que les anonymes logiques financières qui nous détruisent. Mais j'ai cependant la certitude que nous survivrons. Je fais partie de ces optimistes dont parlait Chartier. Certains instruments d'écriture peuvent encore changer, changeront sûrement, ainsi que les modèles de lecture et les techniques éditoriales. Mais l'acte littéraire, lui, il ne changera pas. Nous sommes des créatures de parole.
Nous naissons avec le don de la parole. Nous vivons à travers la parole. Nous accédons à la connaissance et partageons notre expérience grâce à la parole. Et ce n'est qu'en mourant que nous perdons la parole. Ou peut-être même pas à ce moment-là. Les âmes que Dante rencontre outre-tombe, ne continuent-elles de parler ? Ce que la littérature est notre mémoire, et même les morts veulent se souvenir. Nos livres sont les registres de nos histoires, de nos épiphanies comme de nos atrocités. En ce sens, toute littérature est testimoniale. Et parmi les témoignages se trouvent des réflexions sur ces épiphanies et ces atrocités, des mots qui offrent ces épiphanies en partage, des mots qui entourent et dénoncent les atrocités afin qu'il ne leur soit plus permis de se reproduire en silence. Ils nous rappellent qu'il est des mondes meilleurs, nous parlent d'espoir, de consolation, de compassion, et nous laissent entendre que nous sommes tous capables de ces choses-là. Nous n'atteignons pas tous ces buts, et nous n'en atteignons aucun de façon permanente. Mais la littérature nous rappelle qu'elles existent, ces qualités humaines, succédant à l'horreur aussi assurément que la naissance succède à la mort. Et elles nous définissent aussi. Certes, la littérature n'a pas le pouvoir de sauver quiconque de l'injustice, de l'avidité ou des misères du pouvoir. Mais il doit y avoir en elle quelque chose de dangereusement efficace si chaque empereur, chaque dictateur, chaque régime totalitaire essaye de s'en débarrasser en brûlant les livres, en les interdisant, en pratiquant la censure, en les taxant, en soutenant du bout des lèvres la cause de l'aptitude à la lecture, en insinuant que lire est une activité élitiste. William Blake, parlant de Napoléon, disait « Apprenons à Bonaparte et à tous ceux qui cela concerne que ce ne sont pas les arts qui suivent et servent l'Empire, mais l'Empire qui sert et suit les arts. » Napoléon ne l'a pas écouté et les petits Napoléons de nos jours ne l'écoutent pas non plus. En dépit de milliers d'années d'expérience, les Napoléons de ce monde n'ont pas appris que leur méthode, en fin de compte, demeure sans effet et que l'imagination littéraire ne saurait être annihilée, justement parce que c'est cette imagination-là, et non celle de l'avidité mercantile, qui est la réalité durable. Auguste a bien pu exiler Ovide parce qu'il savait, et il est probable qu'il ne se trompait pas, que quelque chose dans l'œuvre du poète l'accusait. Chaque jour, quelque part dans le monde, quelqu'un tente, parfois avec succès, d'étouffer un livre qui, ouvertement ou non, sonne l'alarme. Et l'un après l'autre, les empires s'écroulent et la littérature continue. En fin de compte, les lieux imaginaires que les écrivains et leurs lecteurs inventent, au sens étymologique de découvrir, perdurent parce qu'ils sont le monde réel révélé sous son vrai nom. Le reste, comme nous devrions le savoir maintenant, n'est que ombre sans substance, matière à cauchemar qui disparaîtra sans laisser de traces au petit matin. J'arrive à la fin. Dans la seconde partie de Don Quichotte, le duc dit à Sancho qu'en tant que gouverneur de l'île de Barataria, il doit en endosser l'habit, mi-homme de lettres, mi-capitaine. Parce que dans cette île que je te remets, les armes sont aussi nécessaires que les lettres et les lettres aussi nécessaires que les armes. En prononçant ce mot, le duc non seulement réfute la dichotomie classique entre politique et art, mais encore définit les obligations de chaque gouverneur si nous donnons à l'un le sens d'action
et à l'autre le sens de réflexion. Nos actions doivent trouver justification dans notre littérature et notre littérature doit témoigner de nos actions. Par conséquent, agir en citoyen en temps de paix comme en temps de guerre s'inscrit en quelque sorte dans le prolongement de nos lectures, puisque nos livres offrent la possibilité de nous guider dans l'exploration de l'expérience et de la connaissance d'autrui, nous donnant d'un futur incertain l'intuition et d'un passé immuable la leçon. Flaubert disait « lisez pour vivre ». Pour l'essentiel, nous n'avons pas changé depuis les débuts de nos histoires. Nous sommes les mêmes primates qu'il y a quelques millions d'années découvrirent dans un morceau de bois un instrument de guerre, tandis qu'en même temps, ils imprimaient sur les murs des cavernes la paume révélatrice de leurs mains. Nous sommes comme le jeune Alexandre qui, d'une part, rêvait de guerres de conquête sanglantes et de l'autre avait toujours sur lui les œuvres d'Homère, décrivant les souffrances de la guerre et la nostalgie d'Ithaque. Tout comme les anciens, nous nous laissons gouverner par des individus avides et malsains pour qui la mort ne compte pas puisqu'elle n'arrive qu'aux autres, tandis que livre après livre, nous essayons d'exprimer notre conviction profonde qu'il ne devrait pas en être ainsi. Tous nos actes, même nos actes amoureux, sont violents, et tous nos arts, même ceux qui décrivent de tels actes, contredisent cette violence. Notre monde existe dans la tension entre ces deux états. Dès nos jours, alors que nous assistons à des guerres absurdes qui nous sont imposées moins par un désir de justice que par la convoitise économique, nos livres peuvent peut-être nous aider à nous rappeler que la différence entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, eux et nous, est beaucoup moins nette que le discours politique veulent bien les faire apparaître. La réalité de la littérature, qui, au bout du compte, contient le peu de sagesse qui nous est imparti, est intimement ambiguë. Elle existe dans un vaste spectre de tons et de couleurs. Elle est fragmentée, toujours mouvante, sans jamais prendre complètement le parti de personne, si héroïque que paraisse le personnage. Dans notre connaissance littéraire du monde, nous sentons intuitivement que même Dieu n'est pas inattaquable, beaucoup moins encore nos chers Andromaque, Parsifal, Alice Candide, Gregor Samsa, Alonso Quijano. Et pourtant, en même temps, l'ambiguïté essentielle de la littérature n'est ni arbitraire ni confuse. Loin l'auteur arabe supposé de son histoire, Cervantes a ces mots. Le livre dépeint des pensées, met au jour des chimères, répond à des questions muettes, clarifie des doutes, résout des disputes et finalement révèle les atomes même du désir les plus mus par la curiosité. En temps de crise, qu'elle soit réelle ou fictive, pratiquement tout livre, tout vrai livre, peut également réaliser cela pour nous. C'est en ceci qui pourrait résider notre espoir. Merci.